Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Je suis habitué de dire bonsoir. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cet avant-match MLS Crew face aux Revs. C'est la finale de l'Est qui se jouera sur le coup de 15 heures. Donc, ça s'en vient. Est-ce que vous êtes en mode MLS aujourd'hui? C'est le fun. Sincèrement, parce que j'ai posé la question sur Twitter. Êtes-vous en mode MLS, en mode Formule 1, alors que il y a quelques instants, Lance Stroll entrait au puits, lui qui était seul à être encore sur la soft gum. Donc, il est rentré pour faire une médium, était donc en 3e place avant son entrée au puits. Ça va être intéressant de suivre cette course-là jusqu'à la fin, mais vous êtes 15% donc en F1, 26% en NFL. Qui pourra freiner les Steelers? On va le savoir un jour ou l'autre, et autre, vous êtes 11%. On sait qu'il y a le Forge aussi qui joue. Il y avait Tottenham en action également. Bref, il y a plein de choses un peu partout. Si vous êtes là présent avec nous, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou encore sur Twitter Periscope, je vous invite à venir nous dire qu'est-ce que vous faites de votre dimanche. Mais ça va être le fun de suivre ça avec vous. Si on s'arrête quelques instants pour regarder donc cette rencontre-là qui peut freiner les Revs, qui vont quand même relativement bien par les temps qui courent. Je pense que le retour de Gill a fait du bien à cette formation-là. Très peu pensaient que le retour allait être aussi dominant. Crew de Columbus, de l'autre côté, sans aucun doute, sont les favoris dans l'Est. Et si on regarde tout ça dans son ensemble, si on regarde les buts marqués par les deux formations cette saison, Zardes pour le Crew de Columbus est à 15 buts, Pedro Santos, milieu de terrain, à 8 buts et Zelerayan qui est à 6 buts. Donc une force de frappe quand même assez considérable pour le Crew de Columbus, alors que Gustavo Bou est en feu par les temps qui courent, mais a 8 buts. Bunbury est à 8 également et Adam Buksa est à 7. Donc, tout ça nous dirige vers le plan de match. Aujourd'hui, on va se parler de Bou, Gill et Buksa, bien sûr. On va se parler de Zardes. On va se parler de la clé de cette rencontre-là et bien sûr, on va se parler de l'impact de Montréal, un retour de Laurent Ciman à Montréal en remplacement de Rod Fanny. Êtes-vous pour? Êtes-vous contre? Ça fait jaser énormément et je vais prendre là-dessus vos commentaires tout au long de cette rencontre-là. Donc, Bou, Gill et Buksa, un trio qui sont très, très menaçants. Eux qui ont été privé, les Revs de Carlos Gil presque toute la saison. Hein. On sait que le joueur espagnol a connu une bonne blessure. On pensait pas sincèrement qu'elle allait être de retour aussi fringant et aussi rapidement avec les Revs. Mais il devient ce liant que les Revs avaient besoin pour donner aux Revs une chance sur le plan offensif. C'est 2 buts, 3 passes quand même pour Gill en 3 rencontres de série. Et je pense que quand on fait l'évaluation, au moment où on se parle des Revs de la Nouvelle-Angleterre, il faut regarder un petit peu la saison et il faut regarder également les séries d'après-saison. Donc, Bou, Gill et Buksa sont en train vraiment de s'imposer dans le circuit Garber comme étant un des meilleurs trios de joueurs désignés disponibles sur le marché au rapport qualité-prix. Je pense que c'est indéniable que ces 3 joueurs-là font en sorte que
il y a une chimie qui s'installe dans le camp des Revs. Si on regarde la saison régulière, les Revs ont marqué tout près d'un but par match. Chaque rencontre, et depuis le début des séries, sont presque à 2,5. Donc, c'est clair. C'est clair que ça a amené une certaine équilibre, la présence de Gill, le retour de Carles Gill après cette longue blessure, mais je pense que ça a fait du bien aux Revs. Donc, sincèrement, je sais que le crew de Columbus est favori. On va s'en parler. Zardes, 15 buts cette saison, toute compétition confondue, mais c'est beaucoup chez le crew de Columbus. Comment je pourrais dire, l'équilibre entre l'attaque et la défensive, on sait que pour le crew de Columbus, elle représente la deuxième meilleure défensive avec seulement 21 buts qui ont été accordés tout au long de cette saison-là. Et vous l'avez vu, avec Zardes, à lui seul qui en a marqué 15, je pense que sont capables de tirer leur épingle du jeu du côté offensif du terrain. Donc, ça sera à surveiller cet équilibre-là entre l'attaque et la défensive, mais elle est créée par un milieu de terrain qui est très équilibré. Et la clé du match, elle se retrouve là. Cette rencontre-là, elle va se jouer au milieu de terrain. Donc, étonnez-vous pas si ça donne un match avec quelques longueurs où il y a très peu de chances de marquer qui sont pris rapidement. Je pense qu'il va y avoir une lutte très, très, très serrée au milieu du terrain entre les deux formations. Donc, ça va être intéressant de suivre cette rencontre-là. Et clairement, ce jeu de transition-là dans la zone centrale sera la clé du succès de cette rencontre-là. Donc, les milieux de terrain seront exploités énormément aujourd'hui dans cette finale de l'Est du circuit Garber. Et je pense que ça va être intéressant, sincèrement, de regarder la progression des deux formations. C'est clair, à mes yeux, à moi, Gill, Buxa et Bou tirent une certaine avantage présentement. Ils sont en feu, mais on a affaire à deux équipes qui connaissent la poutine, deux équipes qui se sont retrouvées souvent dans cette situation-là. Donc, il y a de l'expérience dans les deux formations, savent comment composer avec la pression des grands matchs. Et on dit que les grands joueurs font les grands matchs ou les grands matchs font les grands joueurs. Dites-le comme vous le voulez, mais quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui que c'est important d'être bon. Et je crois sincèrement que le momentum présentement, il est dans le camp des Revs de la Nouvelle-Angleterre parce que ce retour de Carles Gill, cette présence accrue de l'offensive chez les Revs vont faire en sorte qu'on va briser un peu les lignes chez la défensive du Crew de Columbus qui pourrait avoir de la misère à composer. Donc, avec cette réalité-là, et je pense que, sincèrement, on risque d'avoir un très fort match, mais comme je vous dis, si on revient au plan de match, Bou, Gill, Buxa seront sans aucun doute mis à profit. Plus souvent qu'autrement dans cette rencontre-là, Zardes sera à surveiller avec 15 buts, demeure toujours une menace et la clé de cette rencontre-là sera sans aucun doute le jeu en milieu de terrain. Ça va être intéressant de suivre tout ça. Donc, un match à ne pas manquer qui vous sera présenté du côté de TVA Sport. Je garde le reste pour vous parler de l'Impact de Montréal. La question Twitter du jour était la suivante. Un retour de Laurent Ciman à Montréal en remplacement de Rod Fanny. Êtes-vous pour ou contre et pour quelle raison? Donc, je m'attendais
à un sondage qui allait être serré. Je m'attendais à ce que vous soyez sceptiques quand j'ai posé la question Twitter. Et je m'attendais pas, par exemple, à ce que vous soyez contre à l'ordre de 53% et pour à 47%. Je vais être franc avec vous. Si on me demande mon avis, à moi, je pense que je suis pour la présence de Laurent Simon. On va aller voir un commentaire de Papa Beer sur Twitter qui nous dit « Juste pour le caractère, j'aime. Il ne prend plus de place internationale, a un salaire de moins de 200 000 et si Fanny ne revient pas, il est vrai qu'avec lui, on est assuré de faire une attaque avec ses tacles. On peut sûrement mieux l'épauler qu'avec Cabrera dans le temps. Chose qui est super intéressante dans le cas de Laurent Simon. Le gars a 35 ans. Il veut jouer encore 2 ans à peu près. Là, si je me fie aux commentaires qu'il a émis à Olivier Brett, il y a encore, selon lui, 2 bonnes années à offrir. On connaît son amour pour Montréal, on connaît son amour pour l'Impact. Il est, comme on disait, à plus ou moins 200 000, mais ça, je veux même pas parler du salaire parce que c'est tellement pas sur la place publique à jouer là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, on sait que l'Impact de Montréal, pour l'instant, n'a pas reconduit l'entente qui le reliait à Rod Fanny. La saison qui vient de prendre fin, drastiquement d'ailleurs pour le Toronto FC, représentait pour Laurent Simon 12 matchs dans un calendrier de 23 rencontres avec 5 titularisations et plus ou moins 45 minutes de jeu. Je sais qu'il y en a qui, parmi vous, n'ont pas accepté le saut qu'il a fait avec Toronto FC et ça va être difficile de vous convaincre, peu importe l'argumentaire que nous mettrons en place pour un retour de Laurent Simon dans le giron du bleu-blanc-noir. Par contre, je vais être franc avec vous, Laurent Simon a été défenseur de l'année en 2015. Laurent Simon a été sur l'équipe d'étoiles de la MLS en 2018. On est en 2020, on a eu une saison très peu orthodoxe. Et 2018, on n'est pas si loin que ça, là. Donc, il n'y a pas si longtemps, Laurent Simon était sur l'équipe d'étoiles de la MLS. Est-ce qu'il peut offrir de bons services à l'Impact de Montréal? Si vous avez suivi le podcast Bleu, Blanc, Noir cette semaine, je vous faisais mention que lors d'une discussion que j'ai eue avec Raphaël Larocque-Cyr, qui est aux communications chez l'Impact de Montréal, on calculait rapidement, moi et lui, que l'Impact devenait la 2e plus jeune formation du circuit de la MLS, tout juste derrière les Whitecaps de Vancouver. Donc, ça va être intéressant de suivre comment Olivier Renard va gérer ce mix qui est très important entre la jeunesse et l'expérience. Moi, j'ai rien, je vous l'ai tout le temps dit, j'ai rien contre le fait qu'on fasse de la place aux jeunes, qu'on offre du temps de jeu, qu'on les fasse grandir, qu'on leur donne de l'exposure, que ce soit pour les amener comme étant joueurs de premier plan en MLS, que ce soit pour les revendre à l'étranger. J'ai jamais eu de difficulté à ce que l'Impact de Montréal soit une formation jeune. Par contre, si je regarde défensivement, ça a été une année catastrophique pour l'Impact de Montréal. Ça a été une année très, très difficile à plusieurs niveaux pour l'Impact de Montréal. Et si je regarde le possible alignement de la saison prochaine, on y va avec Mustafa Kiza sur la gauche, Waterman, Binks et
Zachary Broguillard dans un modèle à 4 défenseurs. Si on y va dans un modèle à 3 défenseurs, on va avoir Waterman, on va avoir Binks et on va avoir Camacho qui seront disponibles donc dans cette formule à 3 défenseurs. Zoran Bassong, qui vient de s'aligner avec l'Impact de Montréal, fera une excellente couverture, une excellente doublure à cette défensive, pouvant jouer donc à la place de Mustafa Kiza sur le corridor gauche ou encore en défensive centrale, donc peut-être à la place de Waterman ou de Camacho, mais Binks, je pense qu'on est tous d'accord qu'il sera titulaire plus souvent qu'autrement lors de cette saison-là. Donc, quel est le plan de match? Et quand je regarde pas vos commentaires, mais le résultat du sondage, un retour de Laurent Ciman en remplacement de Rod Fanny pour ou contre. Et là, on s'entend peut-être bien que Rod Fanny sera de retour cette saison, mais pour l'instant, c'est pas fait. Donc, on compose avec le fait qu'il n'est pas là, il n'est pas dans cet alignement-là présentement. Alors, il faut voir, il faut analyser, est-ce que l'Impact peut espérer avoir une meilleure défensive que cette année, qui a été difficile, en ayant Kiza, Waterman, Binks, Broguillard et Camacho en ligne défensive. Il y a Zoran Bassong qui est là, qui est dans le portrait également. Mais j'ai eu quelques commentaires via les réseaux sociaux. Je vais essayer d'aller en chercher quelques-uns rapidement comme ça, où on disait qu'on pouvait trouver mieux que Laurent Ciman à peut-être meilleur prix. Où je me questionne. Laurent Ciman, comme je vous dis, a été élu défenseur de l'année en 2015, a été élu sur l'équipe d'étoiles en 2018. Ce gars-là a toujours apprécié Montréal. Ce gars-là a toujours été un porte-étendard quand même de l'Impact de Montréal. On chiale souvent qu'on n'a pas de joueurs qui ont une importance particulière et importante avec le blason de l'Impact de Montréal. À cette fierté de porter ce gilet bleu, blanc, noir. Et là, on l'a. Laurent Ciman est de retour chez lui à Montréal présentement. N'attend qu'un coup de téléphone d'Olivier Renard pour entamer d'éventuelles discussions à savoir si, oui ou non, il pourrait évoluer avec l'Impact de Montréal. Mais il devient un porte-étendard de cette formation-là. Il devient également un fier défenseur de notre gilet et capable de s'adresser au public montréalais et capable de aider nos jeunes défenseurs qui progressent. Et j'ai rien contre le retour de Rod Fanny. Et si Rod Fanny peut revenir à bon prix, je le prends. Je pense qu'il a encore au moins une bonne saison. Mais dans le cas de Laurent Ciman, on sait que c'est pas un projet à long terme, la présence de Laurent Ciman avec l'Impact de Montréal, puisque ce dernier a affirmé qu'il voulait encore donner 2 bonnes saisons en soccer professionnel. Donc, on sait que c'est pour 2 ans. Donc, est-ce qu'à l'intérieur d'une fenêtre de 2 ans, on peut faire évoluer notre équipe, notre formation, notre défensive principalement, avec nos jeunes qui sont là, qui sont présents, qui coûtent rien? On va s'entendre, là. Il n'y a pas d'argent de dépenser présentement dans la défensive de l'Impact de Montréal. Parce que là, on a Zoran Bassong, on a Mustafa Kiza, on a Binks, on a Waterman, on a Zachary Broguillard et on a Camacho qui coûte un peu plus cher à peu près 700 000 que tout le monde aimerait voir partir, on va se le dire. Donc, on a quoi en arrière, là? Présentement, on n'a absolument rien. Donc, on ne se fera pas de cachette. Ceux qui disent qu'on peut trouver mieux que Laurent Ciman à meilleur prix, soyons francs, soyons honnêtes avec nous autres mêmes. Le gars est à Montréal.
Le gars est un porte-étendard de cette formation-là, a toujours aimé l'Impact de Montréal, a joué et est prêt à jouer peut-être une douzaine de matchs avec l'Impact, prendre 5-6 départs, jouer 45 minutes par match, mais surtout aider nos jeunes. Et du côté du leadership, on avait 3 capitaines cette année. On avait Clément Evenbush, qui a été échangé. On avait Raitala, qui n'est plus là. Il nous reste Samuel Piette, qui devrait normalement devenir, sans trop de difficultés et sans grande surprise, je pense, le prochain capitaine de cette formation montréalaise. Il faudra du leadership. Il faudra des gens qui sont capables de s'affirmer dans le vestiaire, de s'affirmer sur le terrain, de donner des conseils à nos jeunes, ne serait-ce que de dire « prends ce cool, respire, ça va bien, focus à faire les bonnes choses, les bonnes actions, à sortir sur le bon joueur, à sortir au bon moment », juste d'avoir cette personne-là qui va temporiser également le discours d'un Thierry Henry sur le banc qui donne énormément d'informations à ses joueurs. Vous l'avez vu, on l'entend crier pendant 90 minutes de jeu. Donc, juste une éponge de transition, une courroie de transition entre le banc et le terrain. Je pense que sur la ligne défensive, on a besoin de ça. Est-ce qu'on va le trouver à meilleur prix que Laurent Simon ou tout le monde estime que ça devrait jouer autour de 200 000? Sincèrement, moi, je pense que c'est un investissement parce qu'on a une formation qui est très jeune. Si demain matin, on a 4 défenseurs piliers qui sont bien établis, qui ont de l'expérience en MLS, qui ont 4-5 saisons, j'ai aucune raison de vouloir le retour de Laurent Simon. On s'entend sur ça. Mais par contre, là, on a des joueurs qui vont prendre de l'expérience, qui sont en processus, en cheminement de devenir des défenseurs potentiels établis en MLS. On doit les encadrer. Et 200 000 pour les encadrer, c'est rien versus le prix que nous coûte présentement notre ligne défensive. Maxime Rivard, qui est avec nous via la plateforme Facebook, nous dit « On dit qu'on manque de leadership. Simon serait bien et en plus, il a côtoyé Henry avec la Belgique, donc il serait le lien parfait entre le coach et les joueurs. » Maxime, là-dessus, je te rejoins à 125%. Il faut, comme je disais, cette courroie de transmission entre le banc et le terrain. Et si l'Impact est en mesure de convaincre, puis je suis pas certain, puis je veux pas être négatif, mais je pense que ce sera pas facile pour l'Impact de Montréal de convaincre Boyan de demeurer ici. Mais si Olivier Renard réussit à faire tout ce qu'il faut pour maintenir Boyan avec la formation cette saison, on a ce leadership-là et cette expérience-là, cette courroie de transmission-là avec Boyan, parce qu'on sait qu'il y a un lien naturel entre Boyan et Thierry Henry. Donc, on l'a en avant sur le terrain. On l'a au centre avec Samuel Piette. Je dis au centre, mais en milieu de terrain, on s'entend. Donc, on a cette courroie de transmission-là de leadership et on la retrouverait en défensive également. Donc, sincèrement, Laurent Simon ou Rod Fanny, Laurent Simon n'utilise pas de place internationale et peut-être qu'éventuellement, l'Impact, c'est une denrée qui pourrait devenir rare et précieuse, les spots internationaux pour cette saison-ci. Reste à voir comment Olivier Renard voudra restructurer sa formation dans le mercato d'hiver et dans les prochaines semaines, les prochains mois pour voir la transition qu'il fera avec son portefeuille et son budget et son équipe sur le terrain. Mais force est d'admettre qu'il faudra, à un moment donné, ajouter un peu de leadership à cette formation-là. Parce que l'Impact, je vous le rappelle, devient tout juste derrière les Whitecaps de Vancouver,
la deuxième plus jeune formation du circuit. Et on l'a vu, Vancouver, malgré des bons joueurs, malgré un Cavallini en avant, malgré le défenseur latéral, parce que je cherche son nom, il m'échappe, mais malgré quelques bons joueurs sur le terrain, n'ont pas réussi à s'imposer parce que ils sont jeunes. Parce que le plan chez les Whitecaps de Vancouver est de devenir la référence en matière d'éclosion de talent du soccer au Canada. Donc, c'est pas nécessairement à tout prix de gagner présentement en MLS. Ce qu'on veut, c'est développer nos joueurs, créer quelque chose avec cette identité canadienne chez les Whitecaps, et on est en train de très bien le faire. Marc Dos Santos travaille très, très fort avec cette formation-là pour réussir à faire un projet qui a du sens. Par contre, à certains moments, il manque justement d'expérience, il manque de ce leadership sur le terrain pour renforcer cette formation-là, bien qu'il a quand même à portée de main certains bons joueurs et certains joueurs établis dans le circuit de la MLS. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut entrer sur le terrain des joueurs qui ont une certaine expérience et même si plusieurs sont contre, donc à 53%, moi je pense que l'avenue de Laurent Ciman pourrait être une planche de salut pour cette formation-là. Ceci étant, avant de vous quitter, on se laisse sur quelques images qui peut freiner les Revs. Toute une formation, les Revs, pour moi, à mes yeux, c'est le meilleur trio de DP qui est présentement disponible sur le marché. Au rapport qualité-prix, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a fait un excellent magasinage et présente une formation qui est bien balancée, qui est bien équilibrée pour moi, à mes yeux. Ceci étant, le Crew de Columbus demeure la formation avec Zardes, avec Zelerayan, demeure la formation qui, selon moi, est favorite présentement dans l'Est, mais faudra quand même voir exactement comment cette formation-là va se comporter contre un Rev qui est beaucoup plus menaçant en série d'après-saison qu'ils ne l'ont été en saison régulière. Donc, le retour de blessure de l'Espagnol a été salutaire pour les Revs. Et Santos, Zelerayan et Zardes devront faire tout un travail pour réussir finalement à maintenir l'équilibre dans cette rencontre-là qui devrait se jouer en milieu de terrain. Je pense que c'est là que ça va se passer. Donc, à surveiller les forces en puissance au niveau des buts pour Columbus, ce sera Zardes, Santos et Zelerayan. De l'autre côté, Gustavo Bou, Bunbury et Buxa, mais on pourrait ajouter Carles Gil qui sera encore une fois la pierre angulaire dans cette rencontre-là pour les Revs de la Nouvelle-Angleterre. Donc, ma prédiction pour cette rencontre-là, je vais y aller avec un 3-1 pour les Revs. Je vous remercie d'avoir été là et on se retrouve donc pour le débrief du match, l'analyse également du match de l'Ouest entre Minnesota et les Sounders de Seattle, parce que ça s'en vient, cette rencontre-là aussi. Donc, on devrait avoir tout ça demain soir, 20h, le débrief et bien sûr, l'avant-match. Donc, j'espère que vous serez avec nous pour suivre tout ça, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou encore sur notre plateforme Twitter Periscope. Je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent match et là-dessus, en attendant que ça commence, je retourne à la F1.
Bye et bonne fin de journée.